Précédemment. Tu peux me rappeler ce qu'on cherche ce coup-ci? On recherche l'or ultime. Il est fermé. Faudrait demander à quelqu'un d'une grande sagesse, il saura sans doute nous aider. Je crois bien qu'on est sur la bonne piste. Je crois juste qu'on n'a pas demandé à la bonne personne. C'est haut. Ouais. Et on va devoir monter jusque là-haut. Ouais. Tu peux me rappeler qui on est censé rencontrer au sommet? Athéna. Mais on a déjà parlé à Athéna dans le précédent épisode. Ok, commence à monter, je t'expliquerai en chemin. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Senseiya? Senseiya, ou les Chevaliers du Zodiaque par chez nous, ou encore Los Caballeros del Zodiaco dans la langue d'Antonio Banderas, est un manga devenu culte débuté en 1986 par Masami Kurumada. Un manga qui a tellement marqué les esprits qu'il serait difficile de compter toutes les adaptations et les produits dérivés qui ont suivi. Spin-off, figurines, jeux vidéo, films d'animation, et ça continue encore et encore jusqu'à nos jours où... Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vite, il faut que tu vérifies la date à laquelle ça a été annoncé, ce truc. Mais pourquoi tu veux que je regarde ça? Pour vérifier que ça a bien été annoncé un 1er avril. Pas loin, 5 mois après, on était en avril. Bon, au moins on peut être sûr d'une chose, Sean-Min va sans doute jouer Aioros et mourir dans les 5 premières minutes comme le veut son stéréotype. Alors, il va jouer Alman Kido, et il va être le mentor de Seiya. Ok, on abandonne, on va laisser de côté ce futur accident de train pour s'attarder au moment où c'était encore bien. Alors, on va commencer par un petit préambule de ça parle de quoi Senseiya. On y suit l'aventure de 5 jeunes héros qui vont devoir protéger la déesse Athéna contre d'autres dieux. Voilà, on peut difficilement faire plus concis comme résumé. On a donc Seiya de Pégase, le leader, Shiryu du Dragon, le stripteaseur, Yoga du Cygne, l'orphelin, Shun d'Andromède, le sensible, et Iki du Phénix, le badass. Tout ça dans une époque contemporaine, où certaines personnes s'habitent toujours comme s'ils étaient dans la Grèce antique. Mais où il y a aussi des hologrammes de gens décédés avec qui on peut faire la conversation. Oh, c'est toi, grand-père! Ma chérie, il faut que tu saches que l'armure d'or cache un terrible secret. Mais comment a débuté cette histoire avec un grand H? D'où viennent les chevaliers, d'où viennent les armures et d'où viennent les dieux? Eh ben c'est justement à ça qu'on va répondre. Au début, il n'y avait rien. Vous remarquez comme quoi ça commence toujours comme ça. Oui, ben, vu que Sensei a à peu près pompé toutes les croyances, fallait bien que ça parte de celle-là aussi. Donc, au début, il n'y avait rien, et Chronos le titan... Mais tu viens de dire qu'il n'y avait rien. Oui, ben, il n'y avait rien, et Chronos le titan. Et on parle bien du Chronos temporel, pas du papa des dieux. Bref, Chronos créa une gigantesque explosion qu'on appela le Big Bang. Puis il désagrégea sa propre conscience pour créer le Big Will. Big Wheel! Qu'on pourrait traduire par grande volonté. Et du coup... bah il est mort. Mais il a aidé à créer l'humanité. Après ça, 3 nouveaux titans sont apparus. Gaïa, la Terre, Uranos, le ciel, et Protos, les océans. 3 personnages dont on n'entendra plus jamais parler. En fait, on en parle dans certains spin-offs, mais vu que ça devient très vite un bordel avec des retcons dans tous les sens, on va éviter. Mais en tout cas, la machine était lancée et les êtres vivants sont apparus. Maintenant, si nous prenons un être humain standard, il possède 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Alors oui, de nos jours, tout le monde s'accorde à dire qu'on a plus que 5 sens, même si personne n'est d'accord sur le nombre exact. Mais dans l'univers de Senseiya, ils n'ont que ces 5-là. Mais ce n'est pas tout, parce qu'ils possèdent également 4 autres sens propres à la série. D'abord l'intuition, jusque-là ça va, ça reste plausible. Puis le cosmos, l'énergie qui parcourt chacun d'entre nous et qui permet à nos héros de balancer leurs attaques spéciales. En fait, le 7ème sens, c'est le cosmos ultime, poussé à son paroxysme et qui permet de défier les lois mêmes de la nature. Enfin, le 8ème sens, Araya Shiki, qui nous vient du 8ème niveau de concentration du bouddhisme, et qui permet de se balader librement dans le monde des morts. Parce que oui, il y a un monde des morts dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est parfaitement normal.
Et enfin, au-delà de tous ces sens, le 9e et dernier d'entre eux, le fameux Big Wheel. La grosse roue! Et si un être vivant arrivait à s'élever à cette essence divine, il deviendrait lui-même un dieu. Malgré le fait qu'à ce moment, le concept de dieu n'existe pas encore. Mais il y a eu des dinosaures dans cette version du monde. Oui, il y a des chances. Donc, on pourrait imaginer qu'un dinosaure a pu atteindre le niveau divin. Pour donner un exemple, Bouddha a atteint ce statut divin après avoir médité pendant plusieurs années. Mais les premiers à avoir atteint ce statut, c'est Zeus, Poséidon et Hadès. Et comme dans la mythologie, ils se partagèrent le monde entre la terre, les océans et le royaume des morts. Et comme dans la mythologie, il y en a un des trois qui s'est fait carotte. Zeus décida alors de créer une cité dans les cieux, au sommet du mont Olympe, pour accueillir les prochains dieux, dont notamment Héra, qui ici n'est pas la sœur de Zeus. Oui, parce que visiblement Kurumada, il aimait pas trop l'inceste. Et pour ce qui est des dieux donc grecs, type égyptien ou nordique, alors on a très peu d'informations sur eux, à part quelques apparitions dans des œuvres annexes parfois fort discutables. On peut donc facilement définir que oui, ils existent, mais qu'ils ont toujours été considérés comme des dieux de seconde zone. Ça c'est fait! Vous êtes tous inférieurs à moi! Je suis un dieu, stupide créature! Je ne me laisserai pas malmener par eux! Un peu comme Abel, le frère d'Athéna, et qui fut banni de l'Olympe pour avoir comploté contre Zeus. Héphaïstos, toujours forgeron des dieux, créa alors pour chacun des Olympiens un kamui, une armure divine. Et après un temps certain, Zeus décida de se retirer des affaires et légua la terre à sa fille, Athéna. Et bien évidemment, quand on est des dieux grecs, quel que soit l'univers, qu'est-ce qu'on fait? Il doit me rendre l'éclair au plus tard, dans 14 jours, avant minuit au solstice d'été. Sinon, ce sera la guerre. On se tape dessus, exactement. Et une fois n'est pas coutume, le premier qui a voulu empiéter sur le territoire de l'autre est bien entendu Poséidon qui voulait récupérer la Terre. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors dans un premier temps, il nomme les 7 meilleurs combattants des océans, ses généraux. Et il leur donne à chacun des écailles. Des écailles? Oui, alors les écailles, ce sont des armures semblables à leur kamui divin, bien que moins puissantes. C'est assez difficile de savoir qui les a forgées parce que c'est jamais précisé dans le manga. Peu de chance que ce soit Héphaïstos, vu qu'il crée des armures divines, et peu de chance que ce soit Poséidon lui-même, ses talents de forgeron étant assez inexistants en fait. Du coup, le plus semblable serait des forgerons du peuple de Mu. Et avant que tu te poses la question, on y reviendra tout à l'heure. Les armures sont composées entre autres d'oricalque, le métal mythique venant de l'Atlantide, ce qui leur donne une résistance hors du commun. A noter que ces armures, comme toutes celles de l'univers de Senseiya, ont une forme armure et une forme totémique, ce qui n'est pas très simple pour les voyages, mais qui donne des séquences qui pètent la classe. Bref, les 7 généraux représentent chacun un monstre marin, du kraken aux sirènes, en passant par l'hippocampe. Et chose assez amusante, ce sont les généraux qui ont inspiré les mythes autour de ces créatures, et non pas l'inverse. Avec parfois quelques libertés, comme Krishaor qui ressemble à ça dans le manga, alors qu'en réalité c'était plus un sanglier ailé. Oui, on y perd en prestige. Tu as réussi. Tu es très fort. Donc, maintenant qu'il a des généraux et une armée, qu'il a appelée Marinas, Poséidon pouvait enfin s'en prendre à sa nièce. Et contrairement à la mythologie, il a massacré tout ce qui était grec et en âge de se battre sans trop de difficultés. Tout ça parce qu'Athéna a refusé que les hommes utilisent des armes. Alors Athéna, je t'aime bien, mais là, non. Quand tu affrontes l'armée de Poséidon, tu autorises l'utilisation de la bombe atomique s'il le faut. Et en face, ils utilisaient des armes. À l'exception de Krishaor qui utilise une lance en or, alors que sa version mythologique a une épée, non, ils se battent à main nue. Mais en utilisant le cosmos. Et Athéna ne leur a pas appris à utiliser le cosmos. Non. Donc Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, qui est connue pour être une force de stratégie. Elle a envoyé des hommes au casse-pipe sans moyen de se défendre? Oui, enfin, si on peut se rassurer dans cette réalité, elle est plus la déesse du sacrifice.
Et une fois tous les adultes valides à terre, Athéna fut obligée d'envoyer les adolescents se battre. Parce que ça va vachement mieux marcher avec des gamins. Je ne doute pas de son courage, mais de la portée de son bras. Mais au moins elle accepta de leur donner des armures. Et pour ce faire, elle fit appel... à John Cena. Mais non, aux habitants de Mu. Alors, le continent de Mu, il pourrait avoir une vidéo à lui tout seul. Sachez juste que, comme l'Atlantide, c'est un continent qui aurait sombré il y a fort longtemps. Et comme l'Atlantide, ses habitants auraient été technologiquement plus avancés que ses voisins. Vos ancêtres appelaient ça la magie. Vous appelez ça la science. Eh bien, moi je viens d'un monde où les deux ne font qu'un. Et donc les seuls capables de forger des armures dignes des Phaistos. Athéna leur commanda 88 armures, 12 représentant les signes du zodiaque, 24 en argent et 48 en bronze. Ce qui donne 84. Oui, parce qu'il y a aussi 4 armures d'origine inconnue, dont la fonction varie selon le canon. Oui, c'est un peu un bordel. Alors, dans la version film, elles ont été volées par Abel, on y revient, qui les a transformées en armure Corona. Et pour ce qui est de la version pas film, on va y arriver. Les forgerons de Mu ont ici encore utilisé de l'oricalque, mais ont rajouté du diamanium, un autre métal mythique propre à l'univers de Senseiya, et de la poussière d'étoiles facilitant l'utilisation du cosmos, ainsi que des hectolitres de sang. C'est à toi de décider maintenant. Si tu acceptes, il te faudra verser la moitié de ton sang, Shiryu, sachant qu'en perdant un tiers de ton sang déjà, c'est la mort assurée. Donc il fallait littéralement tuer quelqu'un pour avoir une armure. Et chacune de ces armures prenait la forme d'une constellation dans le ciel. C'est comme ça qu'on a eu Pégase, Capricorne ou la Mouche. They'll be the ultimate family. A family of 3 joined together in one body. More human than I am alone. J'ai jamais dit que c'était full prestige. Attends, les marinas de Poséidon, ils ont inspiré les mythes. Oui, mais pas les armées d'Athéna. Non. Mais ça n'a pas de sens. Non. Ok. Et c'est ainsi que sont apparus les saints d'Athéna. Qu'on a bien fait de renommer chevaliers dans la VF parce que sinon ça aurait très vite posé des problèmes. Et quand même, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, elle donna à certains chevaliers des armes. Notamment le chevalier de la Balance qui avait 6 paires d'armes, une pour chaque chevalier d'or, et également quelques autres chevaliers qui avaient parfois des armes encore plus puissantes. Dis-moi, chevalier des Gémeaux, sais-tu au moins pourquoi ma chaîne possède 2 extrémités différentes, l'une de l'autre? L'extrémité gauche est une boule qui me permet de me défendre contre tout ennemi. L'extrémité droite est une pointe pour l'attaque. Et avec l'aide de ces chevaliers, Athéna roula sur les marinas qui durent se retrancher au sein de l'Atlantide, le royaume de Poséidon. Et avec seulement 8 d'entre eux, elle enferma l'âme de son oncle dans une jarre qui fut cachée en Arctique, protégée par les Blue Warriors, les 4 chevaliers à l'armure d'origine inconnue, dont on parlait plus tôt. Après ça, Athéna créa le sanctuaire aux abords de la cité d'Athènes. Alors, le sanctuaire, c'est le lieu d'entraînement de certains chevaliers, mais également la demeure de la déesse elle-même. Cette dernière se trouve au sommet d'une montagne, elle est précédée par le temple du Grand Pope, le représentant d'Athéna sur Terre. Alors de tous les dieux qu'on connaît dans l'univers de Senseiya, elle est la seule à avoir un représentant. Ce qui est bien pratique quand on a besoin d'entrer dans les rangs quelques générations plus tard. Mais oui, bien sûr, Yoga a raison, le pape doit avoir 2 visages, celui du bien, celui du mal. Et encore avant la maison du Grand Pope, nous avons les 12 maisons des Chevaliers d'Or, qu'il faudra battre un à un si on veut rencontrer Athéna. Ce qui n'est pas très pratique pour les gens qui veulent juste avoir une doléance avec la déesse. C'est une connerie ces histoires de doléances. Comment ça, Sire? Mais oui, vous dites aux gens venez, vous pouvez vous plaindre au roi. Eh ben, les mecs ils sont pas cons, ils viennent, ils se plaignent. Voilà. Même s'il existe visiblement plusieurs warp zones, puisque certains personnages apparaissent entre les maisons sans avoir dû affronter les chevaliers. Et si un chevalier d'or meurt entre-temps, alors soit la maison est libre et on peut la traverser sans problème, soit le chevalier en question nous aura concocté une petite épreuve qui nous fera perdre 1 heure dans la dite maison. 1 heure? Mais pourquoi 1 heure? Parce que Athéna est une psychopathe. Non seulement on doit battre les 12 chevaliers les plus puissants de son ordre pour la rencontrer, mais en plus on n'a qu'un chrono de 12 heures pour y arriver. Bon, cette règle n'est peut-être pas appliquée tout le temps, mais il y a quand même une énorme horloge qui est visible depuis n'importe où dans le sanctuaire pour appliquer le décompte. Mais revenons à la chronologie, puisqu'après avoir affronté son tonton, elle a dû faire face au géant quelques 240 ans plus tard. Alors le 240 ne sort pas de nulle part, c'est la durée moyenne entre 2 réincarnations d'un dieu. Et cette guerre est connue sous le nom de Gigantomachie, dirigée cette fois-ci non pas par Zeus, qui est toujours en vacances,
mais par Athéna et ses chevaliers d'un côté, et par Typhon de l'autre. On a très peu d'infos sur cette guerre, si ce n'est qu'elle a existé. Et sur les géants, plus d'infos? Pas plus d'infos non plus, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent, on ne sait pas combien ils étaient à la base. On sait juste qu'ils étaient très puissants et que Typhon a fini sous l'Etna, comme dans la mythologie grecque. Ou alors c'est en Célade, les livres d'histoire du sanctuaire n'ont pas jugé bon de savoir qui est-ce qu'ils avaient enfermé sous le volcan. Mais c'est surtout lors de cette guerre que le continent de Mu fut englouti. Et avec lui les alchimistes capables de créer des armures, les quelques survivants n'ayant plus que des bribes de savoir sur comment les réparer. Il ne restait alors plus du continent englouti qu'une île, issue de la chaîne de montagnes de ce dernier, la Death Queen Island. Mais qu'on se rassure, les alchimistes avaient quand même eu le temps de créer d'autres armures, pour son frère Arès qui avait commandé 4 armées de berserkers, et qui était également assisté des déités Phobos et Deimos. Là encore, on n'a pas exactement le nombre de chevaliers sous ses ordres. Mais ils étaient assez puissants pour que les 58 chevaliers d'Athéna actifs à ce moment-là se mangent une rouste. Comment ça, que 58 chevaliers? Oui, Athéna n'a jamais eu ses 88 chevaliers actifs en même temps. On n'est même pas sûr que toutes les armures aient jamais eu un propriétaire. Toujours est-il qu'ils ont gagné parce qu'Athéna a autorisé pour la première et seule fois l'utilisation des armes de la balance. Attends, tu veux dire que contre les géants, ils n'ont pas utilisé les arbres d'Oricalque? Non. Et même contre Poséidon alors qu'elles ont été créées pour l'affronter? Non. Mais ça n'a pas de sens. Non. Ok. Et Arès est parti la queue entre les jambes, se réfugier chez son autre tonton, Hadès. Alors les chevaliers restants sont partis à sa poursuite, mais aucun n'en est revenu. Tout ce qu'on sait de ce voyage, c'est que Hadès a été blessé par Pégase. Les gars, mettez votre titanesque technique en pratique et battez ces Olympiques coccyx. J'ai la flamèche éteinte. Le chevalier Pégase. Une blessure qui forcera le dieu des enfers à entrer en guerre contre la déesse en 1743 par pure vengeance. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grimm Splitter pour vous servir. C'est bon, on peut y aller. Quoi déjà? Oui, Athéna m'a déjà donné la solution. Et c'est quoi? Pour ouvrir le coffre, il faut l'essence de la haine, de la terreur et de la destruction. Et ça veut dire quoi ce charabia? Qu'on va devoir y retourner. Où ça?